Dette cachée. La dette cachée. La dette est cachée. Et au Sénégal, la dette était cachée. Ah oui. La dette cachée par l'administration de Macky Sall. Dette cachée, Une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Nous utiliserons pour dire non. Mais vous dites que vous êtes fier de votre bilan. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté économique. Or, la dette, vous avez continué à vous endetter auprès de bailleurs internationaux, publics, privés. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, cette dette que vous avez découverte, cachée? Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir demandé, de ne pas avoir demandé, son annulation pure et simple, mais plutôt d'entrer dans des négociations qui semblent s'enliser? Est-ce que c'est un regret? Vous savez, nous avons fait une option, celle de partir sur une bonne base et non pas de dissimuler des chiffres parce que ça nous aurait rattrapé tôt ou tard et on serait peut-être dans une situation de... Provisoirement été gelé à cause de ce que le nouveau gouvernement appelle une dette cachée sous votre gouvernement. Est-ce que vous adressez ça un peu dans votre livre? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qui s'est passé là et quelles sont les ramifications justement pour le Sénégal et pour votre temps au pouvoir? Est-ce que ça risque d'avoir un effet sur tous les progrès que vous avez faits à l'électrification, etc.? Je pense que j'avais choisi de ne pas parler des questions sénégalaises, mais j'ai été le premier surpris à entendre parler de dette cachée. Parce que simplement, c'est un non-sens. Une dette publique, on ne peut pas la cacher par définition. Parce qu'une dette publique suppose un engagement d'un gouvernement vis-à-vis du bailleur. C'est une convention financière qui est d'abord autorisée, du moins un avis de la Cour suprême est requis pour chaque convention de dette internationale. D'abord pour voir la conformité entre l'engagement du pays et par rapport à cette convention. Est-ce que cette convention de dette correspond à notre engagement international, à notre constitution, etc., etc. Ensuite, la dette extérieure, elle est libellée en devises. Nous, on a une monnaie locale qui est le CFA, comme tous les pays. Donc cette dette en devise, quand elle vient soit du multilatéral ou du bilatéral, elle passe par la Banque centrale, qui est une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 8 pays. C'est cette banque qui reçoit l'argent de l'étranger, qui la convertit et émet de l'argent local en CFA qui donne au gouvernement du Sénégal. Donc comment on peut cacher tout cela sans que la surveillance multilatérale du Fonds monétaire qui est permanente, sans que moi-même, président de la République, je ne sois jamais été informé, jamais auparavant, avant ces accusations, sans que la Cour des comptes du Sénégal ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale du Sénégal ne soit au courant, sans que les services même de l'État, du ministère des Finances ne soient au courant. Comment cela est-il possible? Par contre, ce qui peut être possible, et nous attendons de comprendre, parce que moi je veux comprendre moi-même, qu'est-ce qu'on nous reproche? Est-ce qu'on me reproche, moi, Macky Sall, président du Sénégal, qui a multiplié par N l'accélération de l'électrification du Sénégal? Est-ce qu'on ne cherche pas à détourner les gens de leurs vrais problèmes? Maintenant, Sonko a pris la voie de la souveraineté. Sonko a dit, je veux de la souveraineté. Peut-être qu'il n'a pas utilisé peut-être les bonnes manières pour atteindre sa souveraineté. Mais en tout cas, ce qu'il a signé comme contrat moral avec les Sénégalais, il le respecte. Il le respecte. Il fait tout pour que le pays change. Maintenant, peut-être qu'il a fait des erreurs. Peut-être qu'ici, il prend mal. Tout ça, les gens peuvent le critiquer. Il n'y a pas de problème. Mais il veut le chemin de la souveraineté. Il fait tout pour. Mais ceux qui ne veulent pas qu'on ait la souveraineté, la meilleure façon d'arrêter Sonko, c'est de faire en sorte que le Sénégal ait défaut. En gros, si le Sénégal fait défaut, il perd l'initiative de sa politique économique. Et dans ce cas-là, il y a un gel du programme sur lequel PASTEF a été élu. On va donc l'ajustement structurel, qui est un programme en soi, c'est le programme du FMI. Et donc on gèle l'alternance. Enfin, c'est une fin de l'alternance. C'est une fin de l'alternance, c'est tout. C'est une renormalisation. Mais voilà, et voilà pourquoi donc le gouvernement dit que lui, il ne veut pas restructurer. Donc nous, on a un combat avec l'Occident. L'Occident utilise des méthodes pour régler tous ces problèmes. Et on nous dit, nous, les Africains, on n'a pas... Au Sénégal, le Fonds monétaire international a révélé ce mardi qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de 7 milliards de dollars environ a été cachée par l'administration de Macky Sall, le président sortant. L'organe avait soulevé une dette largement sous-évaluée par le régime sortant. Les réactions à Dakar avec Elie Mandao. Macky Sall et ses complices doivent être jugés pour haute trahison. C'est là des propos de Guy Marius Sagna, député du PASTEF, le parti au pouvoir, suite aux révélations du Fonds monétaire international sur la dette cachée du Sénégal. Guy Marius Sagna s'interroge également sur les responsabilités du FMI. Où était et que faisait le FMI pendant tout ce temps-là? A-t-il écrit à travers un post sur Facebook? Une interrogation
partagé par l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, relayé par la presse sénégalaise. Ndongo Samba Sylla se demande comment... Alors, donc, la dette cachée, c'est ça, c'est une polémique qui n'a pas sa raison d'être, parce que bien évidemment, l'État était en train de payer la dette. Dans la mesure où l'État payait la dette est connue de l'État. Mais cette même dette devait être transmise au Fonds monétaire international, de telle sorte que le Fonds monétaire international puisse faire des décaissements sur la base des données qui lui sont transmises par le Sénégal. Dans la mesure où la donnée transmise n'est pas correcte, elle est cachée au Fonds monétaire. Ayant été cachée au Fonds monétaire, ça a été caché également à tous les partenaires internationaux. C'est de ce point de vue, vraiment, que cette polémique n'a pas sa raison d'être. 7 milliards de dollars, c'est le montant de la dette cachée par l'administration de Macky Sall entre 2019 et 2024. C'est en tout cas ce qu'affirme le Fonds monétaire international, qui vient ainsi confirmer les conclusions de la Cour des comptes au Sénégal. En visite à Dakar, le chef de la délégation du FMI, Edouard Gemayel, a déclaré « Il y a eu une décision consciente de sous-estimer le stock de la dette, ce qui a permis à l'ancien régime de rester dans le vert et de s'endetter à des taux plus favorables. » Le but de cette visite est échanger avec les nouvelles autorités et identifier des mesures correctives avant tout déblocage de nouveaux fonds. Je rappelle que le programme d'aide du FMI au Sénégal d'un montant d'1,8 milliard d'euros a été suspendu en septembre après les révélations par le pouvoir actuel de la falsification des chiffres des finances publiques. Dette cachée. Et ils ont donné des arguments recevables. Que une dette, par définition, ne peut pas être cachée. Au moins, qu'il ait level, et puisque dans les opérations, qu'il ait level, surtout la dette extérieure, de les level en devise, d'ailleurs, Banque centrale, il y a une traçabilité, et pas seulement au niveau de la Banque centrale. FMI, comme on a dit, et d'ailleurs, le FMI, si vous avez remarqué, ils ont tourné la page de la dette cachée. Ils n'en parlent plus. Pour une raison simple, jusqu'à présent, avant de redémarrer les négociations avec l'État du Sénégal, qu'on clarifie ce sujet-là. Et vous avez vu le glissement sémantique avec le FMI. Au début, le FMI parlait de misreporting sur la base de la conférence de presse de Ousmane Sonko, septembre 2024. Et après, bien discuter avec nos ministres, les La dette, elle se refinance. En réalité, dans tous les pays du monde, la dette, elle se refinance, elle se renouvelle. Mais vous avez pu demander son annulation comme une dette odieuse. Oui, dette odieuse, vous utilisez le terme, je l'ai utilisé une ou deux fois. C'est toute une procédure. Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti politique qui donne son opinion. N'oubliez pas que j'étais simple Premier ministre. Les pouvoirs du Premier ministre sont extrêmement limités dans ce pays. Vous êtes en désaccord avec le président sur ce sujet? On n'en a jamais discuté. On a toujours été en phase sur la gestion de la dette jusqu'à notre dernière discussion où la question a été soulevée et qu'il m'ait confirmé que la ligne n'a pas changé. Nous allons voir ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir. Cette dette, elle est effectivement pour partie odieuse. Il faut du courage politique pour poser ce débat-là et j'espère que j'ai eu à me prononcer sur cela à plusieurs reprises à travers mes interventions en tant qu'homme politique. J'espère simplement que l'exécutif actuel prendra ses responsabilités pour aller dans ce sens et discuter pour effectivement l'annulation d'une partie de la dette. Passer la dette du gouvernement de Macky Sall. Ce que les gens oublient d'émettre, c'est que dans les 10 200 milliards de francs CFA, plus de 6 000 milliards seront destinés au remboursement de l'ancienne dette laissée par Macky Sall. Et le reste sera alloué au nouveau projet. Les amis, la vérité, c'est que Macky Sall a complètement détruit le Sénégal. Il a détruit le système judiciaire, il a réussi à le corrompre, mais à la fois, il a détruit l'économie du Sénégal. Et très conscient de tout ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris le soin de désactiver ses commentaires, parce qu'il sait toute la haine que les Sénégalais ont envers lui aujourd'hui. Ce que cette dette a révélé aux yeux des observateurs qui nous ont suivis depuis au moins 2018, ils ont dû se rendre compte que depuis 2018, nous avions alerté sur la trajectoire que prenaient les finances publiques au Sénégal, notamment sur le plan du dépassement des ressources externes. Après mon élection, avant même que je ne prête serment, j'avais reçu certaines personnes qui avaient des responsabilités dans le pays pour parer au plus pressé par rapport aux urgences, voir quel était l'état des comptes. De ces échanges, il était apparu que le terme dette cachée était sorti. Quand on a demandé, on nous a expliqué de quoi il s'agissait. Et dans le cadre de ces échanges aussi, la loi de 2012 portant code de transparence dans la fonction
l'ex-président sénégalais Macky Sall répond enfin face à la polémique de la dette cachée en Sénégal. La famille, est-ce qu'une dette peut être cachée? C'est la réponse que donne Macky Sall. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment sur l'affaire de la dette cachée au Sénégal. 7 600 milliards. Ce chiffre vient d'être lâché en plein hémicycle et depuis 7 secondes précises, plus rien n'est comme avant à l'Assemblée nationale du Sénégal. Une dette colossale, contractée sans le moindre vote des députés, sans la moindre ligne inscrite dans la loi de finances, et pourtant supportée aujourd'hui par chaque citoyen, chaque étudiant, chaque commerçant de ce pays. Comment un État peut-il s'endetter à ce point sans que personne, parmi les représentants du peuple, n'en ait jamais entendu parler au moment des faits? C'est la question qui électrise désormais tout Dakar. Et ce jour-là, dans la salle des débats, un mot revient sans cesse dans la bouche des intervenants. Un mot lourd, presque interdit dans le langage diplomatique habituel des finances publiques, une dette qualifiée d'odieuse. Odieuse parce qu'elle aurait été conclue dans l'ombre, en dehors de tout circuit institutionnel normal, en dehors du regard du Parlement censé contrôler chaque franc dépensé au nom de la nation. Pendant que les chiffres défilent à la tribune, des milliers de jeunes, des syndicats, des enseignants, attendant des réponses simples. Qui a signé, qui a validé, et surtout, qui va payer. Car la facture, elle, ne fait aucune distinction entre les responsables d'hier et les citoyens d'aujourd'hui. Le ministre des Finances tente de reprendre la parole pour expliquer la mécanique. Il parle d'un service de la dette étalé sur plusieurs horizons, certains remboursements sur 3 ans, d'autres sur 5, 7 ou même 10 ans, une stratégie pensée pour étaler dans le temps le poids des échéances et libérer un peu d'air budgétaire. Il évoque une gestion dite active de la dette, censée transformer des emprunts courts et coûteux en engagements plus longs et plus soutenables. Mais dans la salle, l'explication technique ne suffit pas à calmer la tension. Car derrière les éléments de langage, une réalité brutale s'impose. Cette année, le Sénégal doit consacrer plus de 5 260 et 1 milliard de francs CFA au seul remboursement de sa dette. Sur un budget de recettes totales avoisinant 6 180 milliards, c'est dire la part vertigineuse qui s'évapore avant même de financer une seule école, un seul hôpital, une seule route nouvelle. Le ministre rappelle malgré tout les efforts engagés depuis 2024, une discipline budgétaire stricte qui aurait permis de faire chuter le déficit de 13,8% à 7,8% du PIB. Selon ces projections, ce taux devrait encore descendre à 5,3% en 2026, puis atteindre la fameuse barre des 3% en 2027, le seuil de convergence régionale tant convoité. Mais à peine ces chiffres prononcés, un autre intervenant se lève, visiblement agacé. Il rappelle qu'en 2012, l'encours total de la dette du pays tournait autour de 2 700 milliards, soit à peine 39% du PIB. Une décennie plus tard, ce taux aurait grimpé jusqu'à des niveaux frôlant les 119% selon certaines estimations contestées, un bond que beaucoup qualifient d'incompréhensible au regard des réalisations visibles sur le terrain. C'est là que le débat bascule véritablement. Car la question n'est plus seulement de savoir combien le pays doit, mais de comprendre où est passé cet argent. À partir de là, les 667 milliards de francs, répétés comme un refrain accusateur, censés avoir financé des projets transformateurs, un grand transfert d'eau, alors estimé à 700 milliards, un réseau de gaz devant alimenter l'industrie depuis le nord, des agropoles censés faire passer le pays de simples bâtiments vides à une véritable production agro-industrielle. On cite l'agropole sud, évalué à 126 milliards, l'agropole centre à plus de 300 milliards, sans oublier les infrastructures maritimes communes, chiffrées à 250 milliards, l'extension de l'aéroport international à plus de 300 milliards et un vaste programme de logements sociaux annoncé à plus de 400 milliards. Sur le papier, des chantiers capables de changer durablement le visage économique du pays. Mais où sont ces infrastructures aujourd'hui? C'est la question glaciale qui plane désormais sur l'hémicycle. Pour beaucoup de députés, l'argent existe sur les documents, les milliards sont bien inscrits, mais les réalisations concrètes, elles, restent largement invisibles pour le citoyen ordinaire qui patiente chaque jour dans les embouteillages, qui paie chaque jour plus cher pour l'électricité, le carburant ou les denrées de première nécessité. Un parlementaire hausse alors le ton, évoquant les corps de contrôle de l'État, ces structures censées surveiller la bonne utilisation des fonds publics. Il rend hommage à leur travail, qu'il juge rigoureux et documenté, mais souligne avec amertume que malgré des rapports précis, rien ne semble réellement bouger depuis près de 2 ans sur ce dossier explosif. Pas de sanctions, pas de procédure judiciaire visible, simplement des chiffres qui s'empilent dans des rapports que peu de citoyens liront jamais.
Et c'est précisément cette impunité apparente qui nourrit la colère grandissante dans la rue. Car, pendant que les institutions débattent de formules juridiques et de qualifications techniques, les étudiants, eux, patientent depuis des mois pour des bourses, les commerçants subissent des taxes nouvelles, les syndicats menacent de mobiliser leurs troupes. Le fossé entre le langage des chiffres et la réalité vécue par la population semble chaque jour plus large. Le ministre tente une dernière fois de recadrer le débat. Il insiste sur le fait que toute opération de la sorte doit, en théorie, être conforme à la loi de finances elle-même. Chaque engagement financier devrait normalement figurer dans les crédits votés par les élus du peuple. Or, c'est précisément cette inscription qui semble avoir manqué pour une partie significative de ces 7 600 milliards controversés, ouvrant la porte à cette accusation grave de dette odieuse, contractée en marge des procédures démocratiques normales. Face à la Cour suprême, dont la lettre d'habilitation aurait pourtant été sollicitée par le ministère des Finances pour valider certaines opérations extérieures, des questions persistent sur la portée réelle de cette validation. A-t-elle réellement couvert l'ensemble des engagements pris, ou seulement une fraction technique du processus, laissant la majeure partie de la responsabilité politique entière, intacte, en attente d'un débat plus large devant la nation entière? À ce stade de la séance, un silence pesant s'installe quelques secondes dans l'hémicycle. Chacun semble mesurer l'ampleur de ce qui vient d'être dit. 7 600 milliards de francs, une somme presque abstraite pour le citoyen moyen, mais qui représente, ramenée à l'échelle du budget annuel, plus d'une année entière de recettes totales de l'État sénégalais. Autrement dit, si le pays consacrait demain l'intégralité de ses revenus annuels uniquement au remboursement de cette dette spécifique, sans financer ni salaire, ni école, ni hôpitaux, il ne suffirait toujours pas à l'éteindre en une seule fois. C'est cette réalité brute, presque vertigineuse, qui pousse certains intervenants à employer des mots de plus en plus durs. On évoque la nécessité d'un audit complet, transparent, accessible au grand public, et non plus seulement réservé au cercle fermé des institutions financières. On évoque aussi, timidement mais clairement, l'éventualité d'une restructuration de la dette, une option longtemps taboue dans les discours officiels, mais désormais nommée ouvertement à la tribune. Le ministre, conscient du climat explosif, choisit alors de revenir sur les sacrifices déjà demandés à la population. Il énumère, presque comme une liste de preuves de bonne foi, les baisses de prix obtenues malgré la pression budgétaire. 100 francs en moins sur le litre d'huile de palme raffinée, 75 francs sur le kilo de sucre cristallisé, 4000 francs de baisse sur le sac de farine, des ajustements sur le prix du pain, du ciment, du riz brisé, du supercarburant, du gasoil et même de l'électricité. Pour lui, ces gestes prouvent qu'un équilibre est recherché entre rigueur budgétaire et protection du pouvoir d'achat. Mais pour l'opposition présente dans la salle, ces baisses, bien réelles, restent dérisoires face à l'ampleur du choc que représente le service annuel de la dette. 5 260 et 1 milliard qui s'évaporent contre quelques centaines de francs économisés sur un sac de farine. La comparaison, brutale, frappe les esprits et alimente un sentiment grandissant d'injustice générationnelle. Et ce que cet intervenant s'apprête à révéler va, en quelques secondes seulement, transformer une simple séance budgétaire en l'un des moments politiques les plus tendus que le pays ait connu depuis des années. 24 juin, 23h14. Au Lavib, l'intervenant reprend son souffle et lâche enfin la phrase que toute la salle attendait sans oser la formuler. Selon lui, une partie de cette dette controversée n'a jamais réellement servi à construire quoi que ce soit de visible. Pas une route, pas un hôpital, pas une seule infrastructure tangible. L'argent, dit-il, aurait simplement servi à rembourser d'anciennes dettes contractées plus tôt, créant un cercle sans fin où l'on empruntait pour repayer ce qu'on avait déjà emprunté auparavant. Un murmure parcourt l'hémicycle. Si cette affirmation se confirme, cela signifierait que des milliards entiers n'ont jamais financé un seul projet structurant, mais simplement maintenu artificiellement à flot un système déjà fragile, repoussant chaque année l'échéance d'un effondrement plus grave encore. Le mot cavalerie financière circule alors timidement dans les rangs, un terme habituellement réservé aux scandales bancaires les plus retentissants, jamais utilisé jusqu'ici pour qualifier la gestion des finances publiques nationales. Le ministre, visiblement piqué, reprend la parole avec fermeté. Il rejette catégoriquement cette lecture des faits, affirmant que la gestion active de la dette n'a rien d'une fuite en avant, mais relève au contraire d'une pratique reconnue internationalement, utilisée par de nombreux pays pour optimiser leur profil de remboursement.
Il rappelle que les indicateurs d'analyse de viabilité de la dette, suivis de près par les bailleurs internationaux, montrent une trajectoire en amélioration progressive, et non une dégradation continue comme certains voudraient le faire croire. Mais dans la salle, la confiance semble déjà fissurée. Car au-delà des éléments techniques, c'est une question de fond qui s'impose désormais. Comment restaurer la crédibilité d'un État dont une partie significative de l'endettement aurait échappé, pendant des années, au contrôle parlementaire censé garantir la transparence démocratique? Pour beaucoup, le mal est déjà fait, peu importe les justifications techniques avancées après coup. Un autre orateur, plus mesuré, tente de recentrer le débat vers l'avenir plutôt que vers les responsabilités passées. Il rappelle les chiffres encourageants du secteur agricole, citant notamment la production d'arachides, longtemps considérée comme un baromètre de la santé économique rurale du pays. En 2022, 67 000 tonnes auraient été collectées, un chiffre jugé alors décevant. L'année suivante, la collecte serait remontée à 129 000 tonnes, avant une chute brutale en 2024 à seulement 12 000 tonnes, un effondrement spectaculaire largement attribué à des difficultés climatiques et logistiques. Puis, en 2025, le redressement aurait été tout aussi spectaculaire que la chute précédente. 155 000 tonnes collectées dès la première phase de campagne, soit près de 10 fois plus que l'année précédente. Et déjà, pour la campagne en cours, les chiffres préliminaires évoqués dépasseraient les 190 000 tonnes, un niveau jamais atteint depuis longtemps, selon l'orateur. Pour lui, ces résultats prouvent que des secteurs entiers de l'économie réelle peuvent rebondir rapidement lorsque les bonnes décisions sont prises au bon moment. Mais un parlementaire de l'opposition coupe presque immédiatement cet élan d'optimisme. Il rappelle que de bons chiffres agricoles, aussi réjouissants soient-ils, ne suffisent en aucun cas à éteindre une dette qui se chiffre en milliers de milliards. Il pose alors une question simple, presque brutale dans sa clarté. Doit-on, oui ou non, rembourser intégralement cette dette jugée odieuse par une partie de la représentation nationale, ou doit-on entamer une procédure de restructuration assumée publiquement devant les bailleurs internationaux? Le silence qui suit cette question est lourd de sens, car y répondre clairement engagerait directement la crédibilité financière du pays sur les marchés internationaux, mais l'éviter reviendrait à entretenir un flou dangereux sur la trajectoire réelle des finances publiques. Le ministre choisit une réponse prudente. Il affirme que la position du gouvernement reste claire, le pays honorera ses engagements, tout en poursuivant une gestion active permettant d'alléger la pression sur la trésorerie sans recourir à une restructuration brutale qui pourrait fragiliser durablement la confiance des investisseurs. Cette réponse, loin de clore le débat, semble au contraire raviver les tensions. Car, pour de nombreux députés présents, choisir de rembourser intégralement une dette jugée en partie illégitime reviendrait à faire porter, encore une fois, le poids des erreurs passées sur les générations futures, sans qu'aucune responsabilité individuelle ne soit jamais clairement établie ni sanctionnée. C'est alors qu'un dernier intervenant, jusqu'ici resté silencieux, prend la parole avec une gravité particulière. Il rappelle que derrière chaque chiffre annoncé à la tribune se cache une réalité humaine concrète. Des familles qui renoncent à certains soins de santé faute de moyens, des jeunes diplômés qui patientent des mois avant de décrocher un premier emploi stable, des commerçants qui voient leurs marges fondre sous le poids de nouvelles taxes destinées à combler le déficit budgétaire. Il insiste sur un point qui semble résumer tout le débat. La vraie question n'est peut-être pas seulement de savoir combien le pays doit, ni même qui a signé quoi, mais de déterminer comment, collectivement, reconstruire un système où chaque franc emprunté au nom du peuple soit désormais validé, suivi et justifié devant ce même peuple, sans zone d'ombre, sans exception, sans privilège. Cette intervention, accueillie par des applaudissements inhabituels venus de plusieurs bancs à la fois, semble marquer un tournant symbolique dans la séance. Pour un instant, les clivages politiques habituels s'effacent presque, remplacés par une préoccupation commune autour de la transparence et de la responsabilité future. Mais personne dans la salle ne se trompe. Ce moment de convergence reste fragile et rien ne garantit qu'il survivra aux prochaines séances budgétaires, lorsque les chiffres précis des prochains remboursements devront, à nouveau, être votés et assumés publiquement. Le ministre, en conclusion de cette séquence mémorable, rappelle une dernière fois l'ampleur du défi qui attend le pays. Un budget de recettes avoisinant 6 000 milliards face à des charges de dette dépassant régulièrement les 5 000 milliards certaines années, dans un contexte régional marqué par une forte pression sur les liquidités disponibles. Il promet davantage de transparence dans les prochains exercices budgétaires, sans toutefois s'engager sur un calendrier précis, ni sur la publication immédiate d'un audit indépendant, exigé par une partie de l'opposition. Alors que la séance touche à sa fin,
Une certitude semble désormais partagée par tous les bords politiques présents dans l'hémicycle. Ce débat sur la dette, aussi technique et chiffré soit-il en apparence, vient en réalité de rouvrir une question bien plus profonde sur la confiance entre les institutions et les citoyens. Une confiance qui, une fois fragilisée par des révélations aussi lourdes que celles entendues ce jour-là, ne se reconstruit jamais en une seule séance parlementaire, ni même en une seule année. Reste désormais à savoir si cette prise de conscience collective débouchera réellement sur des réformes concrètes, un audit transparent et des sanctions claires pour les responsabilités identifiées, ou si, comme tant d'autres dossiers sensibles avant lui, ce scandale finira par s'enliser progressivement dans les méandres administratifs, jusqu'à disparaître peu à peu des priorités politiques du moment. Une chose est certaine. Des millions de Sénégalais, eux, continueront chaque jour à ressentir concrètement le poids de cette dette dans leur quotidien, bien après que les projecteurs de cette séance se seront éteints. Ce qui frappe le plus, en repensant à cette séance, c'est la lenteur du temps politique face à la rapidité du temps citoyen. Pendant que les institutions débattent encore de qualifications juridiques et de seuils statistiques, des familles entières ajustent déjà leur budget mensuel, des étudiants repoussent encore leurs projets, des commerçants recalculent chaque semaine leurs marges. Ce décalage, plus que les chiffres eux-mêmes, pourrait bien devenir le véritable enjeu politique des prochains mois, capable de redéfinir durablement la confiance entre gouvernants et gouvernés dans ce pays. Et c'est peut-être là, finalement, la véritable leçon de cette journée à l'Assemblée.